Bonjour tout le monde, je m'appelle Guilherme Durand et voici ma nouvelle chaîne sur YouTube qui s'appelle Parcours Écrire. Je fais cette chaîne pour vous inviter à réfléchir avec moi sur quelques sujets autour de la création littéraire, surtout en français, quand on n'est pas français. Parce que là, c'est compliqué. Hein? Mais voilà. Donc, dans cette première vidéo, je voudrais commencer tout doux, doucement. On va parler d'un sujet qui est pertinent, pas seulement à toi, si tu es étranger ou si tu es natif en langue française, ça ne change rien. Je veux parler sur deux possibilités de lecture d'une œuvre, qui est la lecture analytique et la lecture de plaisir. Donc voilà, venez avec moi dans cette vidéo. Alors, la première lecture que je vais vous présenter, c'est la lecture de plaisir et celle-ci, on les connaît déjà, c'est facile quoi. Vous allez prendre un livre et vous allez le lire juste par plaisir. Vous allez juste profiter de l'histoire, vous allez vous relaxer, vous allez passer un bon moment ou un sale moment, à dépendre de quelles sont les émotions que l'auteur a souhaité passer avec son œuvre. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas d'objectif autre que passer un bon moment, que le loisir, que le plaisir. Maintenant, je vais vous parler de la lecture analytique. Et la lecture analytique, elle est un grand atout que vous pouvez développer quand vous êtes en train de lire, même dans la lecture pour plaisir. Parce que si vous êtes en train d'écrire un livre, c'est très important de développer une certaine intimité avec la façon de raconter une histoire. Il faut développer une certaine sensibilité par rapport aux stratégies que les autres auteurs ont utilisées dans leur histoire. Et pour donner comme exemple, je vais utiliser ce livre ici de Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort annoncée. Ce n'est pas un livre nouveau, hein? Donc je vais vous présenter une lecture analytique. Ça veut dire que je vais vous donner des spoilers et j'espère vous donner aussi envie de le lire, même si je vous donne des spoilers. Par exemple, en lisant ce livre, il y a deux choses que j'ai remarquées et qui peuvent être extrêmement importantes pour moi en tant qu'écrivain en herbe. C'est tout simplement la construction d'un narrateur et aussi la linéarité des faits qui sont présentés dans l'histoire. C'est un livre qui n'a pas été écrit par un débutant, ça se voit parce qu'il est très complexe dans sa façon d'agencer les choses, mais c'est exactement pour ça que ça nous donne énormément de pistes à réfléchir sur comment faire notre propre histoire. Voilà. Donc, je vais commencer par la construction du narrateur. Ce narrateur, bon, normalement, on dit que le narrateur, il est en première personne ou en troisième personne. Quand le narrateur est en troisième personne, il peut être omniscient, c'est-à-dire il connaît tous les faits, il connaît tous les personnages, il sait tout ce qui se passe dans la tête de tous les personnages, ou sinon il est focalisé. Ça veut dire qu'il sait tout ce qui se passe dans la tête d'un seul personnage et qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans la tête des autres personnages. Peut-être qu'il ne va pas connaître non plus tous les événements de l'histoire parce qu'il est focalisé, tout simplement focalisé. Ici, nous avons un personnage, un narrateur-personnage en troisième personne focalisé sur lui-même. Et le plus intéressant, c'est que ce narrateur, il est présent dans l'histoire aussi, mais il n'est pas un personnage principal. Il est un personnage secondaire. Il va raconter la mort de Santiago Nazar, alors que lui, il n'est pas Santiago Nazar, ni l'assassin. Il est une personne, une troisième personne, il est à distance, il utilise le « il », le « elle » pour raconter tous les faits. Bien sûr qu'il y a des moments où il fait mention de ses souvenirs, ou comment il voit les choses, et à ce moment-là, il utilise le jeu. Mais on va dire que c'est plutôt un narrateur en troisième personne, un narrateur personnage qui connaît la victime, qui connaît les assassins,
de Santiago Nassar et qui porte en même temps une voix de culpabilité, mais aussi un désir de reconstituer un souvenir qu'on peut appeler ici même un souvenir collectif, une mémoire collective de ce qui s'est passé avec ce personnage qui a été assassiné, Santiago Nassar. Donc, avec ce livre, je peux faire une lecture analytique pour comprendre comment je peux construire un personnage narrateur. Un narrateur-personnage, un personnage-narrateur. Voilà, les deux sont la même chose. Comment c'est possible de mettre une histoire en focalisation où le narrateur ne connaît pas toutes les choses qui se passent dans l'histoire? Ce livre il est excellent, excellent, excellent. Et la deuxième raison pour qu'il soit construit ainsi, on le trouve dans la linéarité des faits. Donc, pour parler de la chronologie des événements dans ce livre, je vais d'abord vous inviter à réfléchir avec moi. Il y a deux chronologies, celle des faits réels d'une histoire et la chronologie du récit. Donc la chronologie réelle, la chronologie de la vie, des faits, et la chronologie dans le récit, c'est-à-dire l'ordre des faits et des événements que l'auteur décide de présenter pour le lecteur. Et ici, nous avons les deux lignes bien distinctes. La première ligne, la chronologique. Il y a Santiago Nassar, il y a un autre personnage, maintenant je ne vais pas me rappeler le personnage de tout le monde, Bayardo, je pense que c'est Bayardo, je pense non c'est Bayardo, mais je n'ai pas ici son nom de femme, Bayardo San Román. Voilà, donc c'est Bayardo San Román qui arrive dans la ville et il va rencontrer une dame avec qui il veut se marier. Il va se marier avec cette femme et au moment des noces, il découvre qu'elle n'était plus vierge. Elle va de retour chez ses parents, elle pleure, elle est désolée, elle était très triste, elle pleurait beaucoup, voilà. Et les frères demandent qui a enlevé l'honneur de sa sœur. Et elle répond, Santiago Nassar. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Le livre ne laisse pas ça clair. Il nous laisse juste croire que c'est ce qu'elle a dit. Hein. Donc, elle a dit que c'est lui. Après, les deux frères jumeaux, les frères Vicario, ils vont chercher Santiago Nassar. Ils vont se préparer avec des couteaux. Ils annoncent à toute la ville qu'ils sont en train de chercher Santiago Nassar pour le tuer, mais personne ne le croit. Personne ne croit en ce qu'ils disent. Les gens pensent que ils sont ivres, c'est la fête, ils ne vont jamais tuer, quoi. Et personne n'essaye d'empêcher ça. Et finalement, ils réussissent à trouver Santiago Nassar et tuent Santiago Nassar devant chez lui, devant la porte de chez lui. Et c'est triste, hein? Et c'est dur. Et après, l'histoire continue, le temps qui passe, ils sont jugés. Et plusieurs années plus tard, le narrateur, qu'on ne sait pas le nom, le narrateur, il revient sur cette histoire pour remonter à partir de l'intelligence collective, à partir de la mémoire collective et de ses propres souvenirs, ce qui s'est passé ce jour fatidique. Ça donne une sensation de fatalité, le fait que personne n'a empêché alors que tout le monde savait qu'il allait mourir. D'ailleurs, on commence le livre sachant qu'il va mourir. Et ça augmente encore plus la sensation de fatalité des choses. Voilà, une fois que le personnage narrateur ramasse et rassemble toutes les informations qu'il voulait, il raconte encore une fois la scène du crime. Voilà, ça c'est la ligne chronologique. Maintenant, on va partir à la ligne utilisée dans le livre. Comment l'auteur a décidé de raconter la séquence des choses. Et c'est là où je vous dis, il ne faut pas avoir peur de termes techniques. Hein? Donc, je vais vous présenter déjà 3 termes techniques. C'est ab ovo, in media res, in ultimas res. Voilà, c'est un peu latin, c'est comme ça. Donc, ab ovo,
c'est quand la personne raconte l'histoire en suivant l'ordre chronologique des faits. Donc, du début à la fin, comme je viens de vous raconter. In media res, ça veut dire qu'on va focaliser un événement au milieu de l'histoire pour raconter soit après ce qui s'est passé, soit pour faire un flashback au début et reprendre ce qui s'est passé avant pour prendre ensemble tout ça. Et voilà, donc il y a des techniques qui vous permettront d'explorer différemment la séquence des événements si vous utilisez en media res. Mais ce livre, ce livre est in ultimas res. Ça veut dire qu'il va commencer déjà par le dénouement, par la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est l'assassinat. Ça commence fort. Ça commence très fort, je vais vous lire la première phrase. Le jour où il allait être abattu, Santiago Nazar s'était levé à 5h30 du matin pour attendre le bateau sur lequel l'évêque arrivait. Donc ici, on sait déjà qu'il va mourir. C'est déjà annoncé, chronique d'une mort annoncée. Donc c'est déjà annoncé, le jour où il allait être abattu, ça donne une fatalité. C'est comme personne ne peut rien faire, personne ne peut empêcher cette mort. Et c'est très curieux. C'est très curieux de pourquoi et comment les coïncidences funèbres qui ont mené à cette fin tragique. Mais voilà. Donc, on va retourner ici. La séquence qui a été utilisée pour présenter, c'est in ultimas res. Donc, ça veut dire que l'auteur commence par l'événement final pour après revenir aux événements antérieurs en flashback. Et là, c'est la façon dont le personnage narrateur va reconstituer l'histoire entière à partir des souvenirs qu'il revient à sa propre mémoire, mais aussi à partir des souvenirs qu'il récupère en parlant avec les autres habitants de la ville. Donc d'abord, il dit que le personnage se lève, qu'il part, et à la fin du premier chapitre, il est mort. Mais sa mort, la scène du crime, elle n'est pas explorée. Elle est juste annoncée, voilà, et finalement, il est mort. Ensuite, le personnage narrateur va retourner dans le temps, là, au départ, pour raconter comment est-ce que le personnage est venu à cette ville, il a trouvé cette dame, et il a voulu se marier, ce qu'il a fait pour pouvoir se marier avec elle. Et en même temps, il va faire un va-et-vient dans la ligne du temps. Il va exploser la chronologie. Pour pouvoir récupérer justement les souvenirs des différents personnages et reconstituer le sien aussi. Là, on se demande plusieurs fois dans la lecture, mais est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce que c'est bien agencé, ces informations? C'est très intéressant, parce qu'on ne va jamais savoir, vu qu'on part d'un point de vue d'un narrateur qui n'est pas omniscient. Donc, il va falloir qu'on croit en ce qu'il nous dit, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et une fois qu'il réussit à ramasser tous les événements, toutes les impressions des autres personnages, il finit par présenter la scène du crime. Donc, il finit avec la scène du crime, mais il raconte l'histoire à partir des souvenirs. Donc, ces souvenirs, ils sont récupérés après la scène du crime, mais pour raconter ce qui s'est passé avant. Vous voyez la folie, le génie de cet auteur pour faire ce livre. J'adore. Voilà. Donc, si vous allez lire ce livre, Chronique d'une mort annoncée, sachez que vous pouvez faire une lecture analytique et profiter pour essayer de découvrir les stratégies de cet auteur pour construire un narrateur personnage focalisé et aussi une ligne du temps qui est complètement fragmentée et décousue par rapport à l'ordre chronologique des faits. Voilà, je pense que je fais une belle investigation avec vous de cette œuvre. Comme vous voyez,
j'ai un accent qui est assez fort. Je viens du Brésil, j'habite ici en France, ça fait presque 10 ans. Et j'écris moi aussi et j'écris en français, ce qui ajoute encore un niveau de difficulté pour moi. Mais si tu es étranger et que tu souhaites progresser dans ta maîtrise de la langue française ou encore explorer ton parcours multiculturel entre les cultures et tout ça, je t'invite vraiment à faire ce parcours d'écriture en français et relever ce défi. Des fautes, on les fait tous. Les Français natifs, vous faites des fautes aussi, juste que vous ne vous rendez pas compte parce que vous ne savez pas que vous êtes en train de faire des fautes. Mais nous, les étrangers, quand on apprend le français langue étrangère, on voit toutes ces fautes que vous faites. Et nous, on voit aussi un peu les fautes qu'on fait. C'est juste que je préfère parler des fautes. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo ici et je vous dis à bientôt. Au revoir.